Bien, nous allons faire rentrer les personnes qui, étant arrivées en retard, ont été bloquées, puisque je leur avais fait savoir, bien entendu. Si vous voulez bien prendre place. Voilà, merci beaucoup d'avoir attendu. Notre conférencier a été prolixe et nous a entièrement satisfaits. Un grand plaisir. Alors maintenant, nous allons, si vous voulez bien, demander au professeur Jean-François Bach, qui est un professeur émérite de l'Université Paris-Descartes, que nous connaissons depuis 30, voire peut-être 40 ans, et qui est un de nos maîtres. S'il vous plaît, sinon je ne ferai plus rentrer les personnes. Vous avez compris pourquoi on les avait bloqués. Ici, on est dans un séminaire de travail, on n'est pas dans un débat public. On est bien d'accord là-dessus. Donc, à ce propos, je reviens à ce que je disais. Le professeur Jean-François Bach est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Il est membre du Comité national d'éthique, consultatif national d'éthique, et en plus préside, si vous voulez bien, monsieur, je vous en prie, il fallait que vous arriviez à l'heure, excusez-moi. Si vous voulez bien prendre une place, excusez-moi. On n'est pas en train de faire ici... L'introduction est difficile, Jean-François, mais on va y arriver. Et il est le président du comité d'éthique de l'Académie des sciences. Si tu veux bien, Jean-François. Oui, bien sûr, je t'en prie, tu as une... Voilà, fais attention. Voilà, très bien. Alors nous allons t'écouter, Jean-François, puisque tu vas nous donner là la manière dont les scientifiques sont amenés à aborder justement en sciences comme ces questions de bioéthique. Bien, merci beaucoup. Je dois dire, je suis très honoré de parler après M. Toubeau, de donner le premier exposé de ce colloque. Je suis un peu inquiet aussi parce que moi je suis nouveau dans l'éthique. J'ai derrière moi une longue carrière de biologiste et de médecin, mais ce n'est qu'assez récemment que j'ai été impliqué dans l'éthique, et comme le disait Christian Hervé, à deux niveaux. Le comité consultatif national d'éthique et puis le comité d'éthique de l'Académie des sciences. Alors le CCNE, j'en dirais juste un mot pour dire que ça fait 1 an que je siège dans ce comité et je dois rendre hommage au comité et à son président, Jean-François Delfrécy, car ce qui s'y passe est assez remarquable. Alors c'est simplement peut-être l'observation qui a peut-être échappé à certains que un de ses mérites, c'est de comporter des membres d'origine extrêmement diverses. Il y a des médecins et des scientifiques, bien sûr, mais il y a des sociologues, des juristes, des philosophes. Et ce mélange d'idées est extrêmement intéressant, extrêmement fructueux. Il pose un petit problème, néanmoins, que j'évoquerai dans mon exposé, mais globalement, c'est vraiment une institution remarquable. Et depuis sa création, elle a toujours été remarquable, ça mérite d'être dit. Le comité d'éthique de l'Académie des sciences, quelques mots très rapidement. Alors, tout d'abord, il est composé par des membres de l'Académie, auxquels s'associent d'autres personnes qui sont auditionnées. Ce n'est pas un jury. En aucun cas, il ne traite d'affaires de personnes. Bon, j'ai été personnellement associé, certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans la presse, à des examens de situation de méconduite scientifique. Il a été dit dans la presse que c'était l'Académie qui avait été consultée. Non, c'était des membres de l'Académie, dont moi-même en particulier, mais ce n'était pas l'Académie. L'Académie ne traite pas des affaires de personnes, qui relèvent d'ailleurs plus de la déontologie souvent que de l'éthique. On peut y revenir tout à l'heure. Donc, ce que nous traitons dans ce comité, c'est des sujets très divers, mais vraiment très divers, qui touchent soit des sujets purement scientifiques, comme, je ne sais pas, je peux citer l'intelligence artificielle, la robotique, ou la génomique, ou bien d'autres problèmes, mais également des problèmes éthiques
Et là, de nouveau, parfois déontologique aussi, mais il y a la frontière est mince entre les deux souvent, qu'il s'agisse du financement de la recherche, qu'il s'agisse de l'intégrité scientifique, ou qu'il s'agisse des conflits d'intérêts dans l'évaluation à différents niveaux. Donc c'est pour vous dire que c'est un comité assez éclectique et dont, je dois dire, les activités sont, pour ce qui me concerne, passionnantes. Alors, j'avais donné comme à Christian Hervé le titre de l'omniprésence de l'éthique en sciences en médecine. Et je vais être bref sur ce sujet pour développer 2 points particuliers qui me semblent peut-être plus pertinents. Bon, c'est clair. Nous sommes, dans toutes nos activités, nous sommes accompagnés, ou nous devrions être accompagnés par l'éthique. Alors, c'est un peu différent en sciences et en médecine. En sciences, dans la recherche scientifique plus particulièrement, l'éthique qui doit être respectée concerne disons, la société au sens large, plutôt que l'individu. Ça sera bien sûr différent pour la médecine. Alors pour ce qui concerne les sciences, les sujets sont nombreux. J'en ai cité quelques-uns il y a un instant, mais il y en a d'autres. Il y a bien sûr le problème des applications de la recherche. C'est un problème ancien, bien sûr, qui a été largement traité au sujet du nucléaire, mais qu'on observe dans beaucoup d'autres domaines. Alors peut-être dans le domaine militaire, toujours, et nous sommes particulièrement intéressés, nous-mêmes, j'ai suivi ça de près, parce que nous avons constitué un comité qui examine ces problèmes par les problèmes de biosécurité, de la recherche duale. Dans quelle mesure la recherche scientifique peut être ou doit être utilisée pour s'opposer à la mauvaise utilisation des résultats de la recherche dans le terrorisme ou d'autres conflits. Ça, c'est un problème très important, ça, mais il y a bien d'autres sujets autour de l'application. Le thème, et ça, je pense que vous connaissez tous les conclusions, il faut bien sûr veiller à éliminer toute mauvaise application de la recherche scientifique, mais par contre, cela ne doit pas remettre en question la connaissance, le progrès. Alors, la recherche duale, c'est quand même un bon exemple, parce que citer un cas que Patrick Berge connaît particulièrement bien, Patrick Berge, notre ancien doyen de Paris-Descartes, et c'est celui, par exemple, du bioterrorisme. Si on publie la séquence du virus de la grippe espagnole et qu'on peut, grâce à ce travail, refaire le virus de la grippe espagnole, c'est totalement inéthique, même si c'est un progrès, pas si grand que ça d'ailleurs sur le fond, de la recherche médicale. Alors il y a le problème, je serai bref parce que je voudrais me concentrer sur 2 sujets, il y a le problème de la dangerosité de la recherche scientifique par elle-même, qui est un problème. Il y a les pratiques de la recherche scientifique, je ne discuterai pas l'expérimentation animale sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi avec d'autres, c'est un point important. Et puis, il y a le problème de l'intégrité des conflits d'intérêts que j'évoquais tout à l'heure et que Claude Hurier va évoquer en fin de matinée. En médecine, le problème est assez différent. Il y a bien sûr des problèmes qui touchent la collectivité, je vais y revenir. Mais néanmoins, nous parlons beaucoup de protection de l'individu. Alors, la protection de l'individu ne doit pas faire oublier le collectif. Et je citerai simplement l'exemple des vaccins. Il y a eu toute cette polémique assez triste, je dois dire, j'y reviendrai peut-être, sur les vaccins. On oublie trop souvent qu'il n'y a pas seulement le sujet qui se fait vacciner, qui a peur de pseudo-effets secondaires, mais il y a la responsabilité collective de celui qui refuse de se faire vacciner, avec le risque que ça entraîne de contaminer l'entourage, et particulièrement des sujets qui ne peuvent pas être protégés par des vaccins. Je pense en particulier aux sujets âgés. Le problème devient particulièrement critique lorsqu'on sait que près de 2/3 du personnel des hôpitaux n'est pas vacciné contre la grippe. On se demande à quelle mesure on peut accepter une telle situation. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une réflexion à ce sujet. En fait, donc, l'omniprésence de l'éthique en médecine, moi, en tant que médecin, nous la connaissons bien. Primum non nocere. Vous connaissez tout ça. J'évoquerai simplement le fait que les problèmes ont évolué progressivement. Pas trop de problèmes au niveau du diagnostic, un problème au niveau du dépistage,
qui sont des problèmes éthiques de société. Je veux dire, dans quelle mesure, comment traiter, par exemple, le dépistage du HIV? C'est un problème très compliqué. Évidemment, il faut respecter la personne impliquée, et beaucoup a été fait dans ce sens, mais d'un autre côté, au niveau de notre société, nous savons, et Françoise Barré-Senoussi, notre prix Nobel, le dit très souvent, nous pourrions faire disparaître l'épidémie de sida en France si l'on augmentait, sans généraliser, mais augmenter le dépistage du HIV. Donc c'est un problème extrêmement important, mais extrêmement compliqué. Je dirai quelques mots tout à l'heure du dépistage génétique, qui est également un problème intéressant et important. Sur la thérapeutique, je dirais juste un mot, parce que, bon, évidemment, il y a eu des abus. Il faut protéger l'individu, le malade, contre des essais thérapeutiques qui exposent à trop de risques. Néanmoins, la réponse, et cela a été redit par M. Toubon, l'importance du consentement, c'est évident. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui serait en désaccord avec cela dans cette salle. Il faut néanmoins savoir qu'on arrive à des situations qui sont un peu extrêmes. Je veux dire, quand on regarde, certains d'entre vous l'ont certainement fait dans cette salle, quand on regarde les lettres de consentement éclairées qui sont soumises aux patients, c'est vrai aussi pour les notices des médicaments vendus dans les pharmacies. Ce sont des textes d'une telle complexité, même s'ils sont bien faits, et certes, la plupart le sont, mais c'est une telle complexité pour protéger telle ou telle personne ou tel cadre de personnes qu'on arrive à dévier un petit peu, on arrive à un moment où je dirais que trop d'éthique tue l'éthique. Parce que finalement, la question qui se pose à ce moment-là, et elle se pose vraiment dans ces termes-là, que peut comprendre le patient? Et le patient intelligent finit par demander: docteur, qu'est-ce que vous feriez si c'était votre frère, votre épouse ou un de vos enfants? Donc, et là, il y a un vrai problème. Je pense que c'est une question de bon sens. Je pense que, par exemple, le chirurgien qui dit: voilà, monsieur, vous avez un cancer, il y a 3 traitements, A, B, C, vous choisissez, c'est à vous de choisir. Ça met le patient dans une situation qui est absolument terrible, même si c'est conforme à l'idée totalement qu'on ne peut pas en aucun cas éliminer, réduire, du libre consentement. Donc là, il y a une vraie réflexion qui commence à se faire à différents niveaux. Alors, je terminerai simplement pour ce qui concerne la médecine en disant qu'il y a bien d'autres sujets que nous commençons à évoquer au CCNE, notamment les problèmes posés par l'accès aux soins de chacun. M. Toubon y faisait allusion. Également aussi l'augmentation des dépenses de santé. Ça se pose par exemple pour l'immunothérapie des cancers, qui va poser de grands problèmes étant donné le coût totalement exagéré d'ailleurs, mais considérable, des traitements de ce type dans des cancers de plus en plus nombreux. Ça, c'était le tableau, je voulais faire brièvement. Alors maintenant, il y a 2 sujets que je voudrais traiter. Le premier est celui de la nécessité, je sais que Christian Hervé est très attaché à ça, il l'a redit tout à l'heure, de la nécessité d'appuyer toutes les réflexions éthiques sur des faits scientifiques les plus solides possibles. Alors, bon, sur le fond, et Jean-Bernard avait très bien dit ça, tout ce qui n'est pas éthique n'est pas scientifique. Et moi, je dirais en plus, toute discussion éthique doit se fonder sur une discussion, une connaissance scientifique le plus approfondie possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu tout. Parce que d'abord, bon, quand on discute de l'éthique, et je le vois bien au CCNE, les sujets sont tellement divers que chacun des membres ne peut pas être compétent sur les faits scientifiques correspondant au sujet traité. C'est extrêmement compliqué. Parce que dans les exemples que j'ai donnés, nous avons des sujets ponctuels. Ce n'est pas des sujets d'ordre général, de réflexion générale philosophique, ce sont des sujets pratiques. Nous avons à discuter et les sujets pratiques sont immenses. Ça a été rappelé dans l'exposé précédent. Alors, il faut absolument tout faire pour donner le meilleur contexte de connaissances scientifiques. Ce n'est pas toujours le cas, je le dis, par une incompétence forcée. Moi-même, je suis médecin et biologiste. Il y a des sujets que je connais très mal. Peut-être je suis mieux à même de les saisir que quelqu'un qui n'a pas de formation biologique et médicale, mais néanmoins, c'est très difficile.
Donc il faut se reporter à des experts, à des expertises, et on sait bien que ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, il y a une défiance vis-à-vis des experts qui mérite une discussion à soi seul et qui est un sujet considérable dans notre milieu médical et dans un plus large sens biologique. Et puis, il y a cette notion que la vérité scientifique, quelque part, n'est pas absolue. Existe-t-elle même? Je ne veux pas revenir à Karl Popper ou à d'autres, mais je pense que là, il y a une dérive qui me gêne beaucoup. Parce qu'il est vrai que beaucoup de faits scientifiques doivent être remis en question car ils ne sont jamais définitifs. Mais c'est surtout vrai, pas tellement pour les faits, c'est vrai pour les théories, pour les interprétations. Les faits scientifiques, il y a beaucoup de faits scientifiques qui sont irréversibles. Je parlerai, je dirai un mot d'mucoviscidose tout à l'heure, que le gène du CFTR et que c'est les mutations du gène du CFTR qui entraînent la mucoviscidose, c'est irréversible. Après, on pourra trouver d'autres gènes qui complètent l'action de ces gènes, de ces mutations. On pourra trouver... Enfin, il y a bien de choses qui pourront arriver sur la mucoviscidose, mais il y a des faits scientifiques irréversibles. Quand vous prenez l'avion pour aller à New York, la science qui a permis de la construction de cet avion, qui vous amène en quelques heures aux États-Unis, ce sont des faits irréversibles. On va pas revenir là-dessus. Les avions continueront de voler. Donc il y a un vrai problème, alors, qui est très général parce qu'il dépasse très largement l'éthique. Il touche, il y a peut-être des philosophes des sciences dans cette salle. Je pense que c'est très compliqué parce que moi j'écoute, moi je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai aucune spécialité, aucune compétence en philosophie. Mais quand on écoute les philosophes, il y a toute disons une démarche intellectuelle très complexe, très raffinée et qui étudie des problèmes scientifiques. Et je vois bien qu'autant il est difficile pour nous, scientifiques, de comprendre la philosophie, parce que nous ne l'avons pas étudiée, nous n'y avons pas assez réfléchi, je pense qu'il n'est pas facile non plus pour des philosophes d'être au courant de tous les développements scientifiques dans le détail que j'évoquais, avec la solidité qui est nécessaire. Alors, ça va assez loin, parce que si on regarde quelques sujets d'actualité qui nous éloignent un peu de l'éthique, mais qui sont des sujets dont les gens parlent, et on s'aperçoit que l'erreur scientifique ou l'erreur de concept, la méconnaissance des sujets scientifiques apparaît tout le temps. J'ai cité les vaccins tout à l'heure. Bien, les vaccins, c'est vrai que c'est un problème très compliqué. Est-ce qu'on doit imposer les vaccins? Je dois dire que la loi qui a été passée sur les vaccins obligatoires est courageuse. Elle est courageuse et en tant que spécialiste du sujet, je peux vous dire qu'elle est totalement justifiée. De laisser réémerger des épidémies de maladies infectieuses mortelles qui peuvent être mortelles comme la rougeole, simplement par négligence sociétale, parce qu'on sait qu'il faut une couverture de 95, c'est pas 93, c'est 95% de la population pour qu'il n'y ait plus de rougeole. Bien, la laisser tomber à 86, 87, comme on a vu en France récemment, en particulier dans le sud-ouest, c'est une responsabilité collective terrible et qui est fondée sur l'ignorance des faits. Les faits scientifiques nous montrent, et ça je peux vous l'assurer, qu'il n'y a pas d'effets secondaires des vaccins tels qu'ils sont décrits. Alors bien sûr, il y a ce problème très compliqué du point de vue, alors c'est pas de l'éthique, c'est de la logique mathématique. Il est pratiquement impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. On peut le rendre montrer qu'il est totalement improbable, on ne peut pas l'éliminer absolu. Pour ça, quand je dis qu'il n'y a pas d'effet secondaire de ces vaccins, c'est ce que je pense sur les faits qu'on a pu observer. Je ne peux pas l'assurer de façon absolument certaine. Bon. Un mot sur les OGM. Ce débat terrible qu'il y a eu sur les OGM qui allaient donner des cancers après les travaux de M. Serralini. Il a fallu que l'Europe mette 15 millions d'euros pour faire des groupes de travail pour montrer que les travaux de M. Serralini étaient erronés. Mais les gens ont démarré, le Nouvel Obs en a fait sa couverture, il y a eu tout un débat dans lequel j'ai un peu participé avec beaucoup de douleur, de souffrance personnelle, parce que on touchait à un certain obscurantisme qui était vraiment terrible et qui continue à se manifester. Il y a d'autres exemples, j'aurais en citer un parce que c'est un sujet d'actualité qui est un peu anecdotique, mais qui traduit quand même quelque chose. C'est le problème de l'homéopathie. L'homéopathie, qui est un petit sujet, mais qui quand même concerne beaucoup de gens, ce qui me gêne dans cette affaire d'homéopathie, c'est que ça institutionnalise l'irrationalité. Ça institutionnalise le fait
qu'on s'appuie, on développe, on reconnaît, on rembourse des médicaments dont il n'y a pas le moindre début de preuve, qui sont autre chose qu'un placebo. Et il y a eu des rapports très importants, notamment un rapport auquel nous avons participé, qui est le rapport de l'EASAC, la Fédération européenne des académies des sciences, démontrant, je reviens sur ce mot, on ne peut pas démontrer, mais montrant que l'homéopathie était sans doute inefficace. Alors, ce qui est le pire de tout, c'est que il y a eu des pétitions pour dire oui, les homéopathes sont des charlatans. Il y a des charlatans. Mais c'est pire que ça. Moi, je ne pense pas que ce soit des charlatans. Je pense que la plupart d'entre eux y croient vraiment. Ils croient vraiment qu'une ampoule ou une granule dans laquelle il n'y a aucun produit actif est efficace. Ils le croient. Alors, c'est vraiment une des questions, à mon avis, centrale, c'est de savoir comment faire pour arriver à ce que la vérité scientifique soit considérée. C'est compliqué. Moi, j'ai assisté à des débats qui débouchaient sur les problèmes éthiques. Des scientifiques présentaient les faits et leurs opposants disaient « Mais monsieur, les faits scientifiques ne m'intéressent pas, j'ai mes convictions ». Et ça, c'est un problème compliqué parce que les convictions sont respectables par ailleurs. Mais maintenant, où devons-nous mettre la frontière ? Et là, c'est un vrai problème. Alors, il y a un dernier sujet, je vois que l'heure avance, sur lequel je voudrais dire quelques mots. C'est sur le courage. Le courage qu'il convient d'avoir dans la considération éthique. Bien sûr, notre tendance personnelle à tous est de protéger des effets secondaires des médicaments en médecine ou de protéger contre beaucoup de situations. Et cela est totalement justifié. Et les exemples qui ont été donnés par M. Toubon sont très parlants. Et là aussi, je dois dire que, en passant, les propositions qu'il a faites sur les sujets dans la dernière partie de son exposé correspondent vraiment à la virgule près aux propositions qui ont été faites dans l'avis 129 du Comité consultatif national d'éthique, ce qui montre bien qu'on peut avoir une convergence. Mais le problème du courage est difficile. Il est difficile parce que je ne voudrais pas dire que le courage va s'opposer à la protection, pas du tout. Mais il faut trouver un juste milieu. Je vais prendre un exemple dans lequel j'ai été impliqué. C'est celui des greffes d'organes. Bon, moi, je suis l'élève de Jean Burger, grand médecin de l'université Paris-Descartes, je tiens à le dire. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, enfin, c'était elle. Et en 1952, Jean Burger décide de faire une greffe de rein à un jeune charpentier qui avait rompu le seul rein qu'il avait en tombant d'une échelle, en prenant le rein de sa mère. Ça n'a pas marché parce qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment qu'il y aurait un rejet comme il est arrivé. Mais c'était un acte extrêmement compliqué de décider une telle chose. Après, le même Jean Burger, avec John Merrill aux États-Unis, ont commencé les greffes d'organes entre sujets d'abord apparentés puis non apparentés. Alors la question que moi je me suis posée, je me pose toujours pour avoir été très tôt, moi je suis arrivé dès le début de ma jeunesse médicale, je suis rentré dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aurions les capacités de se lancer dans de tels programmes, qui sont devenus la routine médicale. Comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque est arrivée à son terme, l'insuffisance rénale terminale, ça dit bien ce que ça veut dire. Le seul traitement, c'est... Bon, il y a le rein artificiel, mais pour beaucoup d'autres, c'est la greffe de rein. On pourrait dire la même chose pour l'insuffisance hépatique. Donc c'est un traitement médical reconnu, d'ailleurs pour lesquels les éthiciens, et Claude Hurier le sait mieux que personne, se sont beaucoup penchés pour pouvoir développer ces programmes qui sont indispensables à la pratique médicale. Est-ce que nous pourrions aujourd'hui le faire dans la réflexion éthique que nous avons, avec quand même des tas de complications, vous vous rendez compte, prendre des greffons à des donneurs vivants, avec le risque qui peut y être associé. Il n'est pas grand, il n'est pas nul. Prendre des reins de cadavres avec toutes les discussions qu'il y a. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrions commencer une telle opération, commencer une telle stratégie ? Je n'en suis pas sûr. Si je prends l'exemple de la génomique, alors il est plus récent, bon, il est plus ponctuel, mais il est quand même intéressant. La génomique, bon, nous permet maintenant de détecter des mutations, des anomalies génétiques, il n'y a pas que des mutations, qui sont à l'origine de maladies graves. Alors, bien sûr, le problème se pose surtout pour celles qui débouchent sur l'interruption de grossesse. Alors, on peut, pour des raisons
personnel. Ça a été discuté, bon, je ne veux pas revenir sur ce sujet, mais il a été admis, ou en tout cas il est établi, qu'un certain nombre de situations génétiques pouvaient conduire à permettre l'interruption de grossesse. La trisomie 21 en est bien sûr l'exemple le plus frappant. Mais alors on est arrivé à une sorte de complexité avec le progrès de la technologie qui nous permet maintenant, pour des sommes extrêmement modiques, de rechercher des mutations et des anomalies génétiques les plus diverses. Avec des paradoxes. Si on prend l'exemple de la mucoviscidose, je reviens sur cette maladie. Actuellement, vous le savez, la pratique est que lorsqu'il y a eu un enfant atteint de mucoviscidose dans une famille, on fait les tests génétiques pour savoir si le deuxième enfant va avoir ou non la maladie et proposer l'interruption de grossesse. Autrement dit, on attend qu'il y ait eu un premier enfant atteint de la maladie pour pouvoir prendre des mesures de précaution pour le second. Si on élimine le cas particulier, je ne vais pas rentrer dans une discussion technique, des mutations de signification douteuse, qui est un vrai problème, qui est soluble d'une façon ou d'une autre. Donc on est devant un problème qui pose celui de la pertinence du dépistage préconceptionnel appliqué à certaines familles ou même de façon un peu plus générale. Alors, nous avons, dans l'avis du comité d'éthique, nous avons donné un avis favorable à l'ouverture du dépistage préconceptionnel, contre l'avis de certaines personnes. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, nous le savons. Mais c'est un problème auquel on ne peut pas échapper. Et il est compliqué en plus. Et ça, on revient un peu au problème de la GPA tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Il est compliqué par le fait qu'il est tout à fait facile aujourd'hui de pouvoir faire les tests en question, de les faire à l'étranger, aux États-Unis en particulier, mais à l'étranger, pour un prix très modique. Et quand on fait cela, dans la mesure où les tests sont interdits en France, dans l'état actuel des choses, sauf dans les cas particuliers, à ce moment-là, d'abord, il y a une discrimination, pour reprendre le terme utilisé tout à l'heure, parce que seuls les gens ayant l'éducation ou l'argent pour le faire peuvent faire ces tests à l'étranger. Mais aussi le fait que lorsque ces tests reviennent, eh bien, à ce moment-là, la personne en question n'a pas d'entourage médical. Le test n'a pas été fait dans un contexte d'application, d'entourage médical approprié. Et on sait qu'en génétique, c'est absolument capital. Donc, on se trouve dans... Alors, la loi interdit aux Français de faire ces tests, mais les sanctions ne sont pas appliquées. Donc, en pratique, le problème n'est pas résolu. Alors, vous voyez la complexité de cette situation qui va apparaître lors de la discussion de la loi de bioéthique dans les mois qui viennent, parce que le comité s'est prononcé en faveur de l'extension du dépistage préconceptionnel et il y aura certainement des oppositions, ce qui méritera une discussion approfondie. Voilà quelques exemples. Alors, pour conclure, je voudrais m'arrêter là parce que le temps avance. Je dirais que nouvel entrant dans ce domaine de l'éthique, d'abord, j'ai une grande admiration pour tous ceux qui sont ici et qui ont réfléchi avec une profondeur vraiment très remarquable depuis très nombreuses années. Et moi, je découvre des concepts que je connaissais de façon un peu superficielle et que j'apprécie mieux en réalisant toute la complexité de l'application qui a bien été déjà discutée ce matin. Je dis simplement qu'il y a deux notions qu'il convient d'avoir, sur lesquelles il faut insister. C'est la difficulté de l'établissement des faits scientifiques, ou même quand ils ne sont pas si compliqués que cela à affiner, simplement l'intégration par les personnes chargées de la réflexion éthique, qui sont impliquées dans la réflexion éthique, la connaissance des faits scientifiques approfondis, avec toutes les nuances appropriées, est une notion vraiment compliquée. Deuxièmement, il faut un certain pragmatisme. Alors le terme de courage n'est pas très bon parce qu'il impliquerait que ceux qui ne vont pas dans le sens ne sont pas courageux. Non, je pense que simplement il faut un certain pragmatisme, un certain bon sens dans l'application de tous les concepts que je viens d'évoquer. Alors vous voyez, moi je suis à la fois tout nouveau, admiratif, et nous ferons tout pour essayer justement de dialoguer. Je pense que le dialogue entre les médecins, les scientifiques, les éthiciens, les sociologues, les juristes, tout ça est absolument essentiel et c'est certainement le mérite de cette réunion que d'avoir réuni des personnalités relevant de ces différentes spécialités. Merci beaucoup.
Merci Jean-François. Nous ferons la discussion, si vous voulez bien, après.